Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à notre dernier jour d'atelier. La première séance, nous allons écouter donc les 3 pays qui vont présenter leur expérience, leur plan d'action. Après les présentations par les 3 pays, nous aurons l'occasion de discuter des différents plans. Il y aura une délégation officielle qui viendra pour la clôture de l'atelier. Et donc, nous inviterons 2 participants qui feraient une rapide présentation de ce que nous avons fait pendant la semaine et des grandes leçons. Maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter 3 pays et nous invitons le Niger à faire le premier exposé. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je m'en vais restituer la présentation du Niger tel que ça a été fait avec le plan de présentation avec ces 3 éléments. Donc, le plan est le suivant. Ensuite, les généralités, je pense que tout le long des 5 jours, on nous a rappelé c'est quoi la matrice. C'est un outil, en tout cas, comme ça a été dit, Polycitol, qui est mis à la disposition des structures nationales pour, en tout cas, essayer de structurer le financement d'un système de santé. Et cette matrice devrait normalement produire une photographie de la situation intentée avec, sur la base d'une grille, en tout cas, qui analyse sur le plan fonctionnel le système de santé de financement d'un pays. Elle a une vocation normative et avec un jugement basé sur l'expertise. Elle vise beaucoup plus à apprécier la progression et elle s'inscrit dans un cycle plus court qu'une stratégie nationale de financement. Et à ce titre, vraiment, elle structure les feedbacks des analyses pour voir est-ce que des actions sont possibles depuis la situation qui a été présentée. L'OMS a eu à développer cette matrice-là tout simplement pour pouvoir construire en tout cas des systèmes de santé solides et durables, notamment à travers un meilleur suivi des progrès dans le temps et à travers des améliorations qui peuvent s'en découler. Il faut le dire également, pour sa mise en œuvre, il y a un certain nombre d'étapes. L'étape numéro 1, c'est de pouvoir évaluer les dispositions que le pays a prises en matière de CSU. Et l'étape numéro 2, c'est l'évaluation détaillée, en tout cas dans le domaine d'évaluation de la matrice qui comporte 7 domaines, 19 attributs et 33 questions. Tout ça dans le but, en tout cas, d'apprécier la mise en œuvre de la CSU en termes d'efficacité, d'efficience, de pertinence et d'équité, surtout de sécurité sanitaire. La motivation, en tout cas pour le Niger, pour utiliser cette matrice, c'est qu'on vient de valider un plan national de développement sanitaire 2022-2026 qui est axé sur l'accélération de la marche vers la mise en œuvre de la CSU, avec beaucoup de réformes ambitieuses qui ont découlé, notamment la mise en place de l'Institut national d'assistance médicale qu'on appelle INAM là-bas, qui est un institut, en tout cas, qui est chargé de professionnaliser la gratuité des soins qui, comme beaucoup de pays, en tout cas, montrent des balbutiements en termes de remboursement des frais liés à cette gratuité. Il y a le panier commun, en tout cas, de financement du PDS qui est en train d'être réformé. Et il y a également beaucoup d'envie de faire en sorte qu'on stimule l'alignement de l'aide budgétaire dans le pays. Également, il faut le dire, une des motivations, c'est la stratégie de financement qui est en préparation dans le pays, pour laquelle, en tout cas, les consultants qui sont recrutés, et ils sont en tout cas en phase de prospection. Les points dans la conduite de la CSU dans le pays, il faut le dire, comme tous les autres pays, il y a quand même un système de financement qui est assez fragmenté, avec une multiplicité d'initiatives comme un peu partout. Il y a forcément également une insuffisance des ressources, surtout les ressources domestiques qui peinent à être mobilisées. Comme beaucoup de pays également, notent le faible alignement des PTF et surtout le faciès de financement est caractérisé comme beaucoup de pays subsahariens par une part très élevée des paiements directs des ménages. En tout cas, en 2020, sur la base des comptes nationaux de santé, il y a 46% de dépenses totales à ce sujet. Le plaidoyer en faveur de la matrice pour notre pays, c'est qu'on pense que ça va être un guide de réflexion pour l'élaboration de la stratégie de financement en 2023 et que ça pourrait constituer un outil d'évaluation à mi-parcours de la performance de cette stratégie, notamment en 2024-2025. Pour ce qui est de la mise en œuvre, en phase 1, nous pensons qu'il faut faire des propositions au ministère de la Santé et au PTF de l'intérêt d'utilisation de cette matrice, notamment à travers des discussions méthodologiques avec un groupe de travail technique qui a déjà été mis en place dans le cadre de la stratégie de financement de la santé et également mettre en place un cadre d'animation dans ce sens.
notamment à travers la commission thématique de financement dans le cadre de la coordination de la mise en œuvre du suivi de PDSS, avec ce que nous appelons dans le pays un secrétariat permanent qui regroupe autour du secrétaire général les chargés de budget programme et cette commission technique qui sont arrimés aux 6 piliers du système de l'OMS, plus un autre volet qui s'occupe uniquement des urgences sanitaires. Et également, il sera également utile de faire la revue intermédiaire, comme on l'a dit tout à l'heure, de la stratégie de financement en santé. La phase 1, toujours dans le cadre de la préparation, nous pensons que dans un premier temps, il y aura un travail par une équipe restreinte, ce qu'on appelait commando, mixte, qui sera composé des cadres du ministère de la Santé et des PTF, et vraiment restreint de 6 à 8 personnes pour être beaucoup plus efficaces, qui vont faire des institutions mensuelles régulièrement avec un autre groupe qui pilote et qui feront également des comptes rendus d'étape au secrétaire général du ministère de la Santé. Tout cela pourrait en tout cas alimenter un atelier de validation finale et pour servir aussi de travail de courtage en amont. Les coûts et les modalités de pratique d'implémentation dans le cadre de la mobilisation de routine de la mise en œuvre de cette matrice, on pense que les coûts vont être réduits du fait que déjà l'équipe est restreinte. On devrait également, au niveau du ministère de la Santé, on pense qu'il n'y aura pas beaucoup de coûts. Les coûts seront liés surtout aux pauses café, pauses déjeuner et le coût de la télé finale de restitution. Mais néanmoins, il faut quand même retenir le coût du paiement d'un consultant qui devrait travailler en binôme avec le cadre du ministère de la Santé dans le cadre de transfert de compétences et de renforcement des capacités. En phase 2, dans le cadre de la définition de la stratégie de financement en santé, nous pensons que les étapes 1 et 2 pourront en tout cas être comme des checklists pour des discussions et des validations du travail avec les consultants. Et dans le cadre de l'animation aussi de la commission thématique financement, on pense que ça peut être une trame de discussion et d'animation et des échanges techniques. Donc, la matrice pourrait vraiment être très utile dans ce cadre-là. Également, dans la revue de la stratégie de financement, on l'avait dit tout à l'heure, ça pourra faciliter le travail du consultant. Ça pourra constituer le support pour l'analyse et l'orientation aussi, en tout cas, du cahier de charges de ce comité et même de l'atelier qui aura validé le travail. En phase 4, pour ce qui est du rapport et de la publication, il y a 3 dimensions. Il y a d'abord, nous pensons que la publication sera faite à travers un rapport édité avec le logo du ministère de la Santé du Niger. Et on pourra décliner, en tout cas en policy brief, de manière synthétique également, de manière visuelle également, tous les résultats. On pourra également définir et mettre en œuvre un travail de courtage pour pouvoir être appuyé par les membres du groupe que je faisais allusion tantôt, notamment le groupe satellite, commando et le groupe de pilotage. Le calendrier et l'insertion, pour finir dans les dynamiques, nous avons les échéances et les moments clés. Nous pensons qu'au cours du premier trimestre 2023, comme je le disais tantôt, la stratégie de financement de la santé est en phase, en tout cas, d'être élaborée. Et il faut retenir qu'à partir de la semaine du 16 janvier au Niger, il y aura un atelier qui sera organisé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'OMS sur les achats stratégiques. Ce serait un moment clé. On pense qu'une fois que la stratégie de financement a été élaborée et validée, il y aura forcément une revue intermédiaire au T4 de l'année 2024 ou au T1 de l'année 2025. Et de manière continue également dans le cadre de la réforme, comme je le disais, de la coordination, et notamment l'animation de la commission thématique financement qui est activée par le secrétaire général. On pense que ce serait vraiment des moments clés. Et la matrice pourrait être aussi intégrée à routine dans tous les exercices de suivi du questionnement de financement de la santé. Et également, elle pouvait en tout cas permettre de renforcer les capacités à travers la mobilisation d'un consultant dans une logique d'appui de renforcement des capacités, comme je le disais tantôt, au bénéfice des cadres du ministère de la Santé. Donc, les besoins d'appui pour la mise en œuvre, nous pensons que s'il y a des formations, un système de formation en ligne, peut-être on verra la possibilité d'inscrire tous les membres, en tout cas, qui sont chargés de la mise en œuvre, notamment les 2 groupes là que je le disais, pour pouvoir en tout cas essayer de poser certaines questions à tous les techniciens de l'OMS pour pouvoir appuyer. Il y a également ce qui serait nécessaire aussi, l'appui sur la présentation visuelle des données, notamment l'édition de documents. Parce que bon, moi, à titre personnel, jusqu'ici, je suis resté sur ma faim parce que je n'ai pas très bien compris la matrice. Est-ce qu'il s'agit d'un Excel où on va mettre, qui va générer, avec, comme on l'a dit, les scores, qui va générer des graphiques. Vraiment, sincèrement, pour être honnête, c'est pour cela qu'on a mis cette étape-là. Et on pense que cela devrait être élucidé. Donc, la prochaine étape
je le disais, bon, là, ça on l'a dit, c'est une redite. La matrice va être utilisée comme checklist pour la validation technique de la stratégie de financement qui est en cours. Et les prochaines étapes en lien avec les 5 dynamiques, pour la dynamique des services, ça, nous pensons que c'est toujours un téléchargement, il n'y a rien à dire. Pour la dynamique programme, il faut le dire que, comme dans tous les pays, en 2.1, au Niger, on fait les planifications annuelles de ce qu'on appelle les PAA tous les ans pour toutes les structures, qu'elles soient au niveau décentralisé et national, et pour lesquelles le processus actuellement est en cours en décembre 2022. Il y aura des revues semestrielles en milieu d'année et des revues en décembre 2023. Il faut également le dire, dans le cadre de la réforme de l'IMOA, on élabore également ce qu'on appelle le projet annuel de performance, que je pense tous les pays sont dans la même logique et pour lesquels également on élabore le rapport annuel de performance. Et il faut noter également qu'il y a ce que nous appelons le Conseil national de santé qui se tiendra aussi en décembre plutôt. Et il y aura aussi la cartographie des financements pour laquelle j'ai compris même qu'un des participants qui a été recruté. Tout ça, là, c'est des échéances, en tout cas, qui vont se tenir dans le pays et pour lesquelles nous pensons que ça peut rentrer dans la dynamique des programmes. Pour ce qui est de la dynamique des politiques, vraiment au Niger, le Niger n'est pas comme le Tchad, il n'y a pas d'élection en vue. Pour ce qui est des réformes, pour ce qui est des réformes, il faut le dire, je l'avais dit tantôt, il y a beaucoup de réformes ambitieuses qui ont été en tout cas retenues dans le cadre de la mise en œuvre du PODES qui a été adopté, notamment l'opérationnalisation de l'INAM, qui devrait couvrir toute l'année 2023, ce qui est en tout cas constitue un challenge. Je viens de nommer une directrice générale. Il y a, je le disais tantôt, l'élaboration de la stratégie nationale de financement qui devrait également prendre la moitié de l'année. Les réformes du panier commun de financement de PDS qui sont en cours et qui devraient normalement se poursuivre l'année prochaine. Et la réforme de la coordination, en tout cas, dans le cadre de la mise en œuvre du PDSS. Pour ce qui est des renforcements de capacités, j'avais parlé tantôt surtout de l'atelier sur les achats stratégiques qui va se tenir dans la semaine du 16 janvier. Donc, c'est pour cela que nous pensons que la matrice de progrès des financements de la santé pourrait en tout cas s'utiliser de manière longitudinale à travers toutes ces étapes que je viens en tout cas de rappeler sous cette forme. Je vous remercie de votre attention. Diapo. Merci Paco, merci à l'équipe du Niger. Super présentation, je suis presque ému. C'est vraiment la démonstration de tout le travail que nous avons fait ensemble pendant une semaine. C'est vraiment très logique, très cohérent. On voit comment les différentes activités ont aidé aussi à structurer votre plan d'action. Est-ce qu'il y a des réactions, des réflexions dans la salle? Merci. Effectivement, c'est une belle présentation qui montre vraiment que on a bien appris durant toute la semaine et qu'on a une bonne idée de comment on peut utiliser l'outil. Mais j'ai souvent suivi, nous allons utiliser la matrice tout au long de... Là, je crois que vous avez planifié, par exemple, sur l'année 2023, et il y a plusieurs échéances, mais l'expression, c'était utiliser la matrice tout au long de. Est-ce que c'est faire l'évaluation à un moment et utiliser et faire des ressorties, des notes politiques en fonction du groupe thématique, par exemple, qui travaille sur le financement, des besoins de ce groupe qui travaille sur le financement de la santé, sortir des notes pour avancer sur la stratégie de financement de la santé, ou bien je voudrais bien comprendre en fait le tout au long pour savoir si on s'est bien compris, parce que j'imagine que ce ne sera pas évident de faire une évaluation, 3 évaluations dans l'année, probablement une évaluation à un moment donné et puis ressortir des petits rapports, des briefs, comme on a dit, pour nourrir le travail des différentes instances ou bien des différents programmes qui sont en cours au Niger. Merci. C'est peut-être plus un compliment sur ce qu'a dit le DEP. On faisait le pari au Niger de partir avec un consultant national pour nous appuyer sur la matrice en disant il y a des ressources, ce n'est pas un outil extrêmement compliqué, et de l'inscrire dans une logique de formation en binôme avec quelqu'un de l'ADEP, justement pour être dans cette logique de renforcement de capacité. Sur la réponse à Virginie, je
OK. Paco répondra à la question de Virginie. Ici, une autre question? Oui, merci. C'est juste pour aller un peu dans le sens de Virginie, parce que Paco a dit aussi qu'ils vont utiliser la matrice comme un checklist dans le processus d'élaboration de la stratégie de financement. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est plutôt, il voulait dire qu'ils vont utiliser la matrice comme pour faire l'évaluation de base, pour pouvoir s'assurer que tous les éléments sont pris en compte pour élaborer la stratégie, ou bien, donc ici peut nous expliquer un peu. Et puis son dernier schéma, le dernier schéma qui donne un peu la vue globale, je pense que c'est très intéressant, mais on ne voit pas exactement à quel moment sur le schéma la matrice sera utilisée. Donc, s'ils peuvent aussi le mettre en exergue, ce sera bien. Merci. Voilà, donc je vois que les participants ont très bien écouté, Paco. Hein. Juste un ajout, il a vraiment fait une très bonne présentation, en contenu riche, mais il a dit qu'il n'a pas encore compris la matrice. Comment? Il faut qu'il nous explique. Là, c'est le challenge. Justement, j'allais rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à ça. Moi, je suis d'avis, justement, on l'a soulevé déjà des premiers jours. On n'a pas vu vraiment, c'est-à-dire, moi, je m'attendais plus à ce qu'on se pratique sur la matrice elle-même. Comment faire une évaluation, évaluer les données, etc. Est-ce qu'on classe après le système de financement au niveau 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire, ça aurait été mieux peut-être d'inscrire une session, comment faire l'évaluation proprement dite, parce que 33 questions, 19 attributs, etc. Donc, moi, je partage son avis. Hein. Merci. C'est bien, on vous écoute. Hein. On vous écoute. On aura aussi une évaluation de l'atelier. Donc, si vous pensez qu'on a été trop faible sur l'exercice, on pourra revenir là-dessus. Paco, quelques questions pour toi. Oui. OK, merci beaucoup. Vraiment, de toute façon, les autres membres de la délégation vont me compléter. Effectivement, hein, par rapport à ce qu'on a dit, il aura un moment. En fait, il y avait dans les dias, ce qui avait échappé, on avait mis une flèche qui devrait intervenir pratiquement à 6 mois. Parce que forcément, il y a des évaluations, comme je l'ai dit, pour toutes ces échéances qui viennent pratiquement même au même moment, puisqu'elles sortent pratiquement, ils sont issus tous de réformes du PDSS. Et forcément, on va faire une évaluation. L'évaluation va sortir des éléments. Et ce sont ces éléments qui pourront, pour répondre à des questions, qui pourront sortir pour alimenter le checklist, pour voir est-ce que si, est-ce que ça. C'est effectivement ça de l'esprit. Maintenant, je remercie, je pense, Nabil. Vraiment, je suis sincère. Hein. Parce que moi, sincèrement, je m'attendais à ce que, entre hier et aujourd'hui, qu'on nous présente comment elle se présente, cette matrice. Moi, pour moi, je voyais ça sous forme d'un fichier Excel. Généralement, c'est comme ça l'OMS présente les choses, où il y a les attributs, il y a les points attendus, il y a les points obtenus, et le fichier génère forcément pilier par pilier, ou je ne sais pas, attribut par attribut, vraiment les résultats, le scoring qui peut se présenter de manière, en tout cas, telle qu'on veut visuellement. Moi, c'est comme ça que je m'attendais, sincèrement. Et je suis resté un peu, pour être honnête, sur ma faim, parce que je m'attendais à avoir cet outil pour voir comment on peut l'utiliser dès qu'on va. OK, très bien. Nous, là, le commentaire, il est plus pour nous, l'OMS, que pour le Niger. Donc, on prend bonne note. On doit réfléchir comment gérer ça. Paco, j'ai bien noté aussi votre commentaire, la petite frustration vis-à-vis de la base de données, de la présentation des résultats. Je retourne à Genève, j'en parle avec Matt, qui devra voir comment mieux gérer ça. Je pense qu'il est important dans la présentation du Niger, et pour répondre un peu à Virginie, c'est qu'on sent que la matrice est adoptée comme cadre analytique et réflexif du financement de la santé, pour réfléchir sur le système de santé, qu'elle va donc gagner une certaine permanence dans cette structuration, mais qu'il n'y aura pas tout de suite peut-être une évaluation exhaustive, complète, et on va voir. On verra comment le Niger met ça en œuvre. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée que vous adoptez le document, la logique pour structurer votre action. J'ai bien noté qu'il y a une nouvelle stratégie nationale de financement en confection et que la matrice va être clé pour structurer cette stratégie nationale de financement. On était aussi en discussion avec les amis de Mauritanie les dernières 24 heures. Il y a une stratégie nationale de financement qui va être développée et on fait bien sûr un plaidoyer pour que la matrice soit vraiment la matrice intellectuelle
de cette stratégie. Je pense que c'est le plus important. Et puis, il y aura, on a bien noté que vous évaluerez la stratégie nationale de financement à mi-parcours avec la matrice. Donc, on va applaudir le Niger. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant écouter les Comores. Donc, le représentant du ministère des Finances, c'est ça, je pense. Là, ils ont très bien fait le plaidoyer, le ministère de la Santé des Comores. Ils ont déjà convaincu le ministère des Finances. Très intelligent. Allez, on écoute les finances. Bonjour. Justement, avant de commencer ma présentation, je voudrais demander à l'assistance une indulgence parce que comme je viens du finance, le jargon de la santé, c'est difficile de bien comprendre, mais quand même, je vais présenter le plan d'action que nous envisageons mettre en place une fois arrivé au pays. Le plan, c'est la généralité et la mise en œuvre au pays et le calendrier et insertion dans les grandes dynamiques. Les généralités, bon là, je ne vais pas trop insister sur la définition de la matrice, mais cette partie, on va insister beaucoup au niveau du ministère pour qu'il puisse comprendre c'est quoi la matrice. Donc ça, on a déjà vu ici, je ne vais pas trop insister là-dessus. Les motivations, nous, on a souligné les points douloureux dans la conduite de CSU. Parmi les points douloureux, il y a la fragmentation des interventions dispositifs pour le financement de la santé. Donc, on a constaté qu'au pays, il y a plusieurs intervenants au niveau de la santé, mais chacun fait ses activités à côté. Donc, je pense que parmi les difficultés que nous avons, c'est la fragmentation des intervenants au niveau de la santé. Et il y a aussi la faiblesse dans la disponibilité, la répartition des ressources humaines, aussi bien humaines et financières et matérielles, faible au niveau des ministères, faiblesse de coordination et de collaboration intra- et intersectorielle. La lourdeur administrative, quand même, nous subissons des difficultés là-dessus parce que pour faire signer un document au niveau hiérarchique, c'est compliqué, ça traîne. Donc, et puis aussi, on a constaté qu'il y a trop de changements. Par exemple, au niveau du gouvernement, on a estimé la moyenne, la durée de vie professionnelle des ministres, c'est 1 an et demi. Donc, à chaque fois, il y a un renouvellement de ministres et c'est vraiment difficile. À chaque fois, on revient au début pour réexpliquer le nouveau et ainsi de suite. Et là, vraiment, ça, c'est parmi les goulots d'étranglement que nous avons. Il y a aussi les remaniements gouvernementaux, voilà ce que je viens de dire, et une faible coordination entre les partenaires pour l'harmonisation des investissements. Pour la matrice, on a relevé ce point que la matrice peut aider à analyser la situation et faire une cartographie des dispositifs existants, évaluer les progrès en financement de la santé, unifier les régimes de financement, renforcer l'alignement des financements des partenaires aux priorités nationales. Là, on est en train d'élaborer un plan de développement global au niveau du pays. Et donc là, c'est l'occasion pour, au niveau de la santé, d'utiliser la matrice pour élaborer un plan de financement qu'on va insérer dans le plan de développement du pays. On est en train d'élaborer une stratégie de financement du développement du pays. Donc là, la matrice va nous aider pour insérer un plan de financement de la santé et puis aussi améliorer l'alignement des acteurs. On aimerait bien, parce que nous, au niveau de la stratégie de financement global, il y a une proposition de créer un panier que tous les partenaires vont mettre leurs fonds et sur la base de ce panier, on va mettre en œuvre les activités prioritaires. Et dans ce groupe, les partenaires vont participer à ce comité pour décider ensemble avec le gouvernement les activités à mettre en œuvre. Donc, c'est la solution que nous voyons que pour pouvoir aller vers l'avant, c'est que tous les partenaires acceptent de mettre les fonds dans un seul panier et par priorisation des activités, on met en œuvre. Et suivre aussi les progrès en financement de la santé. La matrice peut nous aider aussi à suivre les progrès et corriger les imperfections des dispositifs existants, y compris la stratégie nationale de financement de la santé et les textes réglementaires. La mise en œuvre au pays. Donc là, la mise en œuvre, là, ce qu'on compte faire une fois retourné au pays, c'est faire la restitution de la mission au responsable du ministère de la Santé d'ici le 6 décembre.
élaborer une note de mise en place du comité de pilotage et de l'équipe technique. Là, on a pensé mettre en place un comité de pilotage et un comité et une équipe technique pour la mise en place de la matrice. Là, on a dit, bon, une fois qu'on va restituer cette mission, on va préparer une note, un projet d'arrêté à soumettre au ministre pour la mise en place du comité de pilotage et l'équipe technique. Organiser aussi une réunion d'information et de sensibilisation. Une fois que le comité sera mis en place, on va inviter les membres de ce comité et pour les sensibiliser et partager les documents qu'on a eus et voilà, les mettre sur la route pour les expliquer un peu, les initier à la matrice. Organiser aussi une réunion d'information et de sensibilisation des parties prenantes. Les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers, les directeurs techniques, les personnes ressources, les ONG. On va essayer de les sensibiliser de l'outil de la matrice, hein, je vais dire. Et puis aussi élaborer la feuille de route de l'évaluation, mobiliser les ressources financières, former l'équipe technique sur l'utilisation de la matrice. Voilà les dates qu'on a proposées. Et là, je pense qu'à partir de janvier 2023, on passe dans une phase d'instabilité parce que là, on va aller vers les élections présidentielles, les élections législatives. Donc, nous, on s'est dit que c'est préparer techniquement les équipes, regrouper les documents qu'il faut et commencer à travailler techniquement en attendant les élections parce que certainement, même avant les élections, il y aura un changement de gouvernement et après les élections aussi, il y aura un changement de gouvernement. Donc voilà, mais nous, au niveau technique, on va continuer à travailler jusqu'au jour où les politiques seront stables et puis on va présenter les travaux. Ça ira, ça ira. Et voilà, et là, ça c'est la proposition du comité technique. On a pensé, il y a le secrétariat général du gouvernement, il y a le secrétaire général de la santé qui va présider le comité et les directions de la santé, direction de la planification, les directions générales du budget, les directions générales de la comptabilité publique et du trésor dont je représente ici, le commissariat général au plan et toutes les directions. Et puis aussi, il y a l'équipe technique. Et l'équipe technique sera présidée par la direction de la planification. Et au niveau du comité de pilotage, c'est la direction de la planification qui va assurer le secrétariat. Donc, c'est la direction de la planification qui va animer ces deux comités, aussi bien au niveau supérieur et aussi au niveau technique. Et là aussi, on n'a pas mentionné ici, mais nous savons tous que les comités, c'est bien de mettre en place les comités, mais quand il n'y a pas de motivation, les gens ne viennent pas, surtout aux réunions. Et là, je pense que nous, on va proposer d'insérer au niveau du budget une ligne budgétaire pour le comité de pilotage. On va, une fois au pays, on va élaborer un budget estimatif qu'on va demander au niveau du budget. Normalement, la session budgétaire, elle est déjà passée, mais en mars, il y a la session du budget rectificatif qu'on peut insérer une ligne budgétaire pour ce comité de pilotage. Cette phase, la phase 2, on va lancer l'évaluation du comité, le responsable c'est le comité de pilotage, les revues documentaires et collecte des données, c'est l'équipe technique et l'évaluation interne et rédaction du rapport, et c'est l'équipe technique qui va s'en occuper. L'étape 2, la phase 2, première étape, c'est la cartographie des dispositifs. Donc, nous avons le budget national de la santé, les PBF, les programmes verticaux, les assurances volontaires, mutuelles de santé et assurances privées. Le ministère de la Santé envisage aussi la mise en place de l'assurance maladie généralisée. La diaspora aussi contribue au financement de la santé à travers le paiement direct des ménages, mais cette contribution n'est pas structurée. L'étape 2, c'est l'exploitation de la documentation disponible sur les principaux dispositifs de financement, des discussions de certains points de la matrice pré-remplie avec les membres de l'équipe technique
description des principales caractéristiques de ces dispositifs de financement, la collecte des données sur des éléments critiques de la matrice, la consolidation du premier draft du rapport, restitution au comité et de pilotage et intégration des recommandations, la validation du rapport dans un atelier regroupant toutes les parties prenantes et l'intégration des contributions issues de l'atelier de validation. Au niveau de la phase 3, c'est le recrutement d'évaluateurs externes avec l'appui technique et financier de l'OMS. La phase 4, c'est la validation du rapport final, l'élaboration des notes politiques, publication du rapport et élaborer une note d'information en Conseil des ministres. Le calendrier et insertion dans les dynamiques. Comme je vous le disais avant, donc normalement c'est à partir de 2022, fin 2022, là on est en train d'élaborer un nouveau plan national de développement de la santé. Et il y a aussi en 2023, il y a le CNS. Et puis au milieu de l'année 2023, on espère commencer le travail sur la matrice techniquement, donc jusqu'à la fin de 2024. Et puis on a vu en 2017, il y a eu l'adoption de la loi sur la CSU et l'assurance maladie générale. Et puis en 2023 aussi, il y a les formations de l'équipe technique sur la matrice en collaboration avec l'OMS et les partenaires techniques et financiers. Voilà. Voilà, merci beaucoup de nouveau. Je trouve ça très, très bien, très élaboré. Il y avait un mystère parce qu'on voyait que vous aviez des activités jusqu'en janvier, puis ça recommençait en juin. Il y avait un point d'interrogation et puis on a compris que c'est la dynamique politique qui interfère. Et je pense que vous êtes assez lucide sur la difficulté de faire un plaidoyer pendant cette période. Il y a une main ici, donc c'est le chat, je pense. Hein. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je pense juste 2 remarques. Vous savez, dans nos pays, ce sont les mêmes personnes qui travaillent dans plusieurs mécanismes. Je parle de la mise en place de ce cadre de concertation avec l'AREC. Si vous prenez les comptes nationaux, ce sont les mêmes personnes. Si vous prenez les PND, ce sont les mêmes personnes. Est-ce qu'il faut encore créer ces mécanismes-là? Je souhaiterais quand même avoir que vous intégrez cette logique-là dans un des mécanismes qui existent, qui pourrait aider. Parce que dans les ministères, partout dans nos pays, vous allez trouver seulement sur 100, peut-être 10 qui travaillent réellement sur ce sujet de politique et stratégie. Donc, je pense qu'il faudra réfléchir dans ce sens-là, intégrer quand même la logique, soit dans le mécanisme des comptes nationaux de santé, soit dans le mécanisme de PNDS, soit de pacte et ainsi de suite. Deuxième chose, concernant le pont commun, on connaît nos pays. Il y a des critères des partenaires. Je ne connais pas très bien les Comores. Il y a des critères pour que les partenaires mettent leur argent dans un pont commun où l'administration va gérer. Et on sait que la gestion dans nos pays ne sont pas transparentes. C'est l'un des critères. D'où il y a des programmes verticaux dans nos pays, parce qu'avec leurs procédures. Et donc, il faudra faire attention à ce sujet-là. Le temps que vous allez mettre ces questions, on part toujours du Rwanda, où tout le monde le met, et on sait quand même au niveau des écoles, on affiche combien on a donné. Mais si vous faites ça au Tchad, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que la gestion n'est pas transparente. C'est opaque. Et donc, je pense qu'il faudra réfléchir bien. Est-ce que dans quelle situation vous êtes pour demander d'aller dans ce sens-là? Ce n'est pas évident. Ça va vous bloquer quelque part. L'Union européenne va dire, avec nos procédures, nous pensons que ce serait mieux que des programmes verticaux avec des résultats. On va atteindre les populations. Et si on met dans votre truc, ça va être orienté ailleurs. Donc, on ne va pas atteindre les populations. Donc, voilà les 2 remarques que je dois faire. Ici, une remarque aussi du Sénégal. Voilà, merci. Donc, je voulais féliciter le Comore surtout pour avoir fait faire la présentation par un agent du ministère des Finances. Je crois que c'est de très bon augure pour la suite. Je crois qu'on réussira notre pari quand on sera en parfaite synergie avec le ministère des Finances. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, je voulais peut-être qu'on reviendra là-dessus après, parce que j'étais en train de demander le nom du représentant de l'OMS aux Comores. Ce serait intéressant de le connaître après.
Un point sur lequel je voulais insister, c'est la nécessité de penser encore une fois stratégie de financement pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. Ce bout de phrase est essentiel, essentiel. Le financement est une des dimensions. Le financement, encore une fois, c'est un des piliers du renforcement du système de santé. Et on passe par là pour aller vers la couverture sanitaire universelle. Ce n'est pas la couverture sanitaire universelle, c'est un des piliers, c'est important. Deuxième point, ou troisième point sur lequel aussi je voulais un peu demander au pays de contextualiser, c'est la question du PBF considéré comme dispositif. En tout cas, chez nous, au Sénégal, ce n'est pas un dispositif. Voilà, merci. Juste répondre là-dessus, c'en est un aux Comores. Ils ont un programme FBP, ils ont un financement FBP. Si ce n'est pas le cas au Sénégal, ce n'est pas le cas au Sénégal, mais c'est le cas aux Comores. Donc, je pense qu'il faut accepter que chaque pays effectivement a son contexte et sa série de dispositifs et que chaque pays traite la question en fonction de sa réalité. Mais je pense... Vous avez cité dans les dispositifs la diaspora. Moi, je pense que, parce que vous avez dit que la diaspora contribue au paiement direct. Moi, je pense que le dispositif ici, ce sont le paiement des ménages, ou l'out of pocket. Ce ne sont pas c'est-à-dire les apports de la diaspora. Merci. Je pense que c'est ce qu'il reconnaissait. Dans la présentation, il reconnaissait que ce n'était pas structuré et donc il le mentionnait parce que c'est une source importante de financement, mais il reconnaissait que ça se retrouvait à l'intérieur des paiements des ménages. Donc moi, je pense que c'était bien géré par l'équipe. Donc, là, je voulais rebondir sur l'intervention du collègue du Tchad, que dans le cadre du panier commun, on a mis en place ce qu'on appelle le compte unique du Trésor. Donc, dans le compte unique du Trésor, il y a des sous-comptes. Donc, ce qui fait qu'on demande aux partenaires, surtout les projets, de verser les fonds dans le compte unique du Trésor. Après, ils vont dans les sous-comptes de leur projet. Mais au moins, nous, au niveau du compte unique du Trésor, on voit les transferts. Mais nous, on ne touche pas les sous-comptes. C'est les projets qui gèrent. Mais nous, on voit les flux ils passent dans le compte unique vers les sous-comptes. Mais là, on voit comment c'est géré, comment c'est utilisé ces fonds. Mais nous, on ne touche pas. Voilà, c'est dans cette optique. Voilà. Merci pour les réactions. Ce que je peux rajouter, moi, c'est que par rapport... En fait, ce n'est pas que la dynamique politique qui a fait que nous avons ramené la matrice vers la mai 2023, mais c'est un peu, ça allait un peu dans le sens de l'observation. C'est en fait, on a commencé l'élaboration d'un nouveau PNDS qui n'est pas fini. Donc, on s'est dit qu'en début d'année, on va le finir. Et comme vous avez dit, ce sont toujours les mêmes équipes qui travaillent là-dessus. Et après, nous avions les comptes nationaux que nous avions prévus l'année 2022 que nous n'avons pas fait. Donc, que nous prévoyons aussi en début de semestre. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que cette équipe technique aussi va travailler sur cette matrice. Et donc, on l'a mis après. D'ailleurs, juste une petite remarque que par rapport aux personnes ressources que l'on a mis dans l'équipe technique, il y en a déjà que, en fait, on a envoyé des invitations sur la plateforme en ligne pour qu'ils puissent un peu suivre la dynamique. En fait, le Sénégal, c'est Dr Diarra Abdoulaye du Mali qui est le représentant de l'OMS du pays. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Je pense que certains éléments de réponse ont été déjà abordés. Je voulais juste compléter une petite chose par rapport à la mise en commun des ressources, puisque effectivement nous avons le défi de la mauvaise gestion qui n'est pas transparente, mais je pense que c'est un point qu'on pourra discuter, nous et les autorités, une fois arrivés au pays, pour voir un peu la faisabilité de ceci. Merci. Voilà, on pense qu'on a fait le tour. Et donc maintenant, nous invitons la délégation du Togo. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité donnée au Togo de restituer son travail.
Alors, la motivation au Togo d'utiliser la matrice, nous avions des défis en matière de financement de la santé. Du point de vue gouvernance, aujourd'hui, nous avions des canaux de mobilisation des ressources qui sont fragmentés et qui échappent à la coordination. Nous avions une faible intégration de la dimension du financement de la santé dans la planification stratégique et opérationnelle, ce qui a pour conséquence la faible visibilité des financements pour pouvoir avoir une vue sur le moyen terme. Également, la faible coordination entre les acteurs au sein du ministère de la Santé, entre partenaires et entre les différents secteurs. Donc, tout ceci conduit à la fragmentation du mécanisme de financement de la santé dans notre pays en plusieurs dispositifs et travaillant souvent en silo, donc de façon verticale. Donc, ces points constituent une motivation pour le Togo d'utiliser la matrice pour avoir une idée sur les actions ou la conduite à tenir. Alors, quels sont les avantages pour le Togo d'utiliser cette matrice? D'abord, du point de vue diagnostic systématique, nous estimons que cette matrice va nous permettre de faire la cartographie des interventions et des acteurs, analyser des dispositifs existants, identifier les goulots d'étranglement et faire des choix opérationnels. La matrice va nous permettre aussi d'instituer des suivis des progrès que le pays fait en matière de financement de la santé pour la couverture sanitaire universelle et surtout le volet dialogue, d'instituer un cadre de dialogue politique autour du financement de la santé dans notre pays. Donc, ce sont ces avantages que nous estimons pouvoir tirer de l'utilisation de cette matrice. Alors, la mise en œuvre, comment est-ce que ça va se passer? Pour la phase préparatoire, nous ferons une restitution aux acteurs clés du ministère. Donc, nous voulons saisir la réunion de comité de cabinet qui se tient tous les lundis, présidé par le ministre de la Santé. Donc, nous allons utiliser cette réunion, demander l'autorisation de faire la restitution. Je fais partie du comité de cabinet, donc je ferai le plaidoyer pour faire cette restitution. Nous aurons, au cours de cette réunion, demandé l'autorisation de passer à la mise en place du comité technique avec travail de fond avec le secrétaire général. À notre niveau, nous n'allons pas créer un comité. Nous avions déjà un comité national de coordination du secteur de la santé qui est des commissions thématiques. Donc, il y a une commission thématique renforcement du système de santé, couverture, santé universelle. Et donc, nous allons utiliser cette commission thématique pour conduire ce travail. Et donc, il suffit juste de prendre une note de service pour formaliser ce comité, lui donner les moyens possibles. On aura une équipe technique pour faire l'évaluation et une équipe de supervision. Nous recruterons un expert en financement de la santé ou un économiste de la santé locale qui va nous appuyer après un renforcement des capacités auxquelles l'expert interne va participer. Nous élaborons ensemble une feuille de route et de budget avec des sources potentielles de financement du processus et nous travaillerons avec l'OMS pour demander l'appui en termes des évaluateurs externes. Pour la phase d'évaluation, il y aura un lancement officiel du processus par le ministre, nous prévoyons. L'expert interne va appuyer le comité. Le comité aura réellement pour attribution d'appuyer la collecte et l'analyse des données, de conduire l'évaluation sous la facilitation de l'expert interne. Et donc, l'équipe de supervision, éventuellement, va superviser le déroulement du processus. Alors, nous avions déjà fait un premier travail ici qui nous a permis de faire une cartographie de quelques mécanismes. Ceux qui sont en rouge sont les mécanismes en suivant l'analyse que nous avions conduite ici en petit groupe. Ici, nous avions identifié déjà 6 mécanismes et que nous allons reverser pour être beaucoup plus analysés, pour voir lesquels retenir pour la suite de l'exercice. Donc, nous estimons que le travail qui est fait ici constitue une base de travail pour la suite. Alors, les parties prenantes, nous voudrions tout de suite impliquer pratiquement toutes les parties prenantes. Je montre les principales, la présidence, parce qu'aujourd'hui, la présidence de la République est indirectement impliquée au niveau de tous les secteurs dans le suivi
des réformes qui sont en cours, donc il faut les associer également à la primature. Bien évidemment, le ministère de la Santé, les directions techniques du ministère, en fait. La direction générale de la protection sociale qui travaille sur la protection sociale en santé, le ministère de l'économie et des finances, la planification, les affaires sociales, la décentralisation ou l'administration territoriale pour prendre encore le volet décentralisation, parce qu'aujourd'hui, l'apport des collectivités territoriales dans le financement de la santé est très important, il faut les impliquer. L'Institut national d'assurance maladie, le programme Schoolassure, qui est un volet, un mécanisme qui permet, qui prévoit un paquet de services pour les élèves des écoles primaires publiques. Et il y a aussi les assurances privées, les plus représentatives qui participent au compte de la santé, les mutuelles également. Il y a la fédération ou le réseau, la société civile, l'association des consommateurs des services de santé. Il y a les plus importants qu'il faut aussi consulter dans ce travail, la plateforme du secteur privé de la santé, d'autres acteurs décentralisés du système de santé qui sont les régions, les districts et les centres de santé, bien évidemment, et les organisations professionnelles de santé, les autres et les associations que nous allons impliquer dans ce processus dans son ensemble. Alors, pour la revue externe, nous allons voir plus loin sur le diagramme, ce que nous avions prévu. Alors, pour le rapport à la publication, ce sera porté par le ministère, mais nous utilisons aussi des polices briefs orientées sur des thématiques précises pour pouvoir orienter toutes les communications et les publications. Nous avions beaucoup. Il y a plusieurs activités qui sont en vue en 2023 et après 2023, donc nous allons les utiliser. Pour les calendriers, les insertions dans les dynamiques, la dynamique politique, nous avions juste mis l'accent sur les grands points. Nous avions déjà en 2020, avec notre gouvernement qui est actuellement en place, une feuille de route de conduite à l'action gouvernementale sur 2025 et donc qui est aujourd'hui mise en œuvre au niveau de tous les départements ministériels. Donc, au niveau du secteur de la santé, nous travaillons sur 2 projets prioritaires de cette feuille de route. Il y a un projet prioritaire qui porte sur l'assurance, la couverture sanitaire universelle et l'autre sur les urgences sanitaires. Donc, ce sont aussi des opportunités d'ici 2025 à être utilisées. Il y a les élections régionales qui sont prévues, mais pas encore de précision sur les dates. Et dès que nous aurons des précisions, nous allons les insérer de façon formelle dans cette dynamique. Et à partir de 2022, le Togo connaît déjà des attaques terroristes sur la partie nord, mais qui suscitent aujourd'hui des débats très importants dans le pays, des débats entre sécurité et santé, et donc qui n'est pas laissé de côté. Il y a des besoins énormes qui sont induits à travers ces attaques en matière de santé et donc qui sont des opportunités pour nous aussi de voir comment exploiter cette matrice, ne serait-ce que quelques informations pour passer cette communication. Il y a aussi des mouvements sociaux qu'il ne faut pas perdre de vue, mais qui peuvent subvenir à tout moment, bien sûr, dans le secteur de la santé, qui posent également le problème de financement de la santé. Pour les dynamiques des réformes, le Togo a basculé depuis 2021 dans l'approche budget-programme et qui continue aujourd'hui à être mise en œuvre. Et donc, c'est aussi des moments très importants. Nous avions connu des débats aujourd'hui cette année lors des conférences budgétaires et c'est des occasions. Et cette réforme prend en compte l'approche de budgétisation sensible aux gens. Donc, comment on finance des actions en santé sensibles aux gens, donc sur la dimension équité et genre en santé. Il y a aussi la loi sur l'assurance maladie qui a été votée en 2021 et dont les tests d'application sont en train d'être mis en place. Il y a une réforme sur l'optimisation du travail des agents de santé communautaire, toujours dans le cadre de la mise en place de l'assurance maladie universelle, et les comptes de la santé que nous avions déjà commencé le processus d'institutionnalisation et poursuivre en 2023.
Pour la dynamique programmatique, le Togo a fait cette année l'évaluation de sa politique nationale de santé et de son plan national de développement sanitaire. La stratégie nationale de financement de la santé arrive aussi à échéance cette année et nous allons utiliser la matrice pour pouvoir évaluer cette stratégie de façon, nous l'avions déjà dit les premiers jours, et donc c'est déjà réfléchi et nous allons porter ça à l'attention des autorités pour avoir leur appui et puis aller dans ce sens. Et nous avions sur le processus d'élaboration des nouveaux documents de politique de stratégie qui, lancés depuis 2022, octobre 2022, vont se poursuivre en 2023. Et le 2023 sera marqué aussi par l'élaboration de nouvelles demandes de financement aux partenaires, notamment au Fonds mondial et à Gavi. Et donc aussi, nous allons poser comment utiliser évidemment pour la dynamique des capacités. Il y aura plusieurs formations et communications autour de la loi sur l'assurance maladie universelle, sur la stratégie nationale de financement de la santé, les PNDS, les budgets programmes qui sont des opportunités aussi pour nous d'utiliser cette matrice, même si c'est des communications partielles, pour commencer déjà par parler de cette matrice, préparer les gens avant que l'évaluation effective n'intervienne. Le moment aussi de diffuser les résultats des comptes de la santé, des moments de suivi de la feuille de route du gouvernement qui se fait au niveau du ministère et par le gouvernement lui-même. Alors, comment est-ce que nous comptons pour la suite dans son ensemble de l'évaluation? C'est ça que nous avions ici. Nous ferons la restitution déjà la restitution aux acteurs du ministère clé. Donc ça, c'est en 2022, c'est une erreur là-bas. Pour la mise en place du comité d'ici le premier trimestre 2023, ça va être fait, le recrutement de l'expert interne, l'élaboration de la feuille de route. Tout cela sera fait au premier trimestre 2023. Nous procéderons au renforcement des capacités des acteurs au deuxième trimestre pour l'appui des évaluateurs, déjà discuter avec l'OMS pour qu'au deuxième trimestre, on ait une idée assez claire, lancer ce processus au deuxième trimestre, conduire l'évaluation déjà à partir du troisième trimestre jusqu'au quatrième trimestre. Et la revue externe, nous estimons qu'au dernier trimestre de l'année 2023 pour être fait et finalisé, publié les résultats déjà au premier trimestre 2024. Alors, pour l'appui, pour la mise en œuvre, pour l'appui financier, nous solliciterons l'OMS et puis d'autres partenaires techniques à qui nous allons associer aux différentes communications pour montrer un peu l'importance de l'utilisation de cet outil. Pour l'appui technique également, l'OMS, nous impliquerons les institutions de recherche, donc les écoles de formation, les institutions classiques de recherche qui sont dans le pays, et même pourquoi pas extérieures au pays. Et nous comptons beaucoup sur la communauté de pratique de la matrice. Nous allons utiliser cette communauté pour pouvoir évoluer, parce que c'est très important pour nous. Dès qu'on a des soucis, on reviendra au niveau de cette communauté pour avoir des avis et des conseils. Et nous pensons que ça va être très, très utile pour nous. Alors, pour les prochaines étapes imminentes, donc c'est la restitution, le reste des étapes conformément au diagramme que nous avions établi. Je vous remercie. Merci. Voilà, je veux juste profiter que j'ai le micro pour clarifier, parce que peut-être quelque chose que sur lequel nous avons été confus. Donc, en termes d'input, d'expertise, il y a deux moments importants. Il y a les personnes qui vont faire l'évaluation elles-mêmes, d'accord? Et là, le conseil est d'avoir probablement un tandem avec un national qui connaît bien le système de santé et un international qui apporte une certaine distance et qui a probablement été formé à la matrice. Donc ça, c'est vraiment l'équipe d'évaluation. Et puis, ce que nous avons appelé ici évaluateurs externes, c'est aussi des personnes qui, tout à la fin du processus, vont relire les scores, en fait. D'accord? Et ceux-là, l'OMS s'en occupe. Je veux dire, c'est nous qui les identifions, c'est nous qui les prenons en charge. C'est même pas sûr que vous connaîtrez le nom de ces personnes, parce qu'en fait, voilà, eux, ils sont en relecteur. Hein. C'est comme Nirmala, qu'on a entendu hier pour l'île Maurice. Mais donc, la recommandation pour l'évaluation elle-même, c'est effectivement, si possible, d'avoir un consultant national et un consultant international. Et quand on dit international, ça peut vraiment être quelqu'un
qui est dans la salle ici, qui est un régional, qui est dans un pays voisin, mais qui a une expertise en financement de la santé avérée, qui connaît bien le système de pensée de l'OMS et qui adhère. Hein, c'est important qu'on adhère à nos principes et à notre cadre d'analyse. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions sur la présentation de Togo? Alors, je regarde la stratégie de financement de la Côte d'Ivoire qu'on a révisée en 2015, où à un moment, on a marqué que l'OMS a indiqué clairement que les pays devaient privilégier 4 actions, à savoir réduire les paiements directs, maximiser les prépaiements obligatoires, mutualiser les risques à grande échelle et recourir aux recettes publiques générales pour couvrir les personnes qui ne sont pas en mesure de contribuer. Alors, je rejoins un peu Dr Farbar sur la dimension systémique j'ai envie de dire, de l'exercice. Il ne devrait pas être focalisé, je ne dis pas que c'est forcément le cas, qui ne devrait pas être focalisé seulement sur le financement. Ou alors, la nécessité de travailler sur les autres piliers du système de santé pour tendre vers la CSU et peut-être au final, regarder le financement qui sera nécessaire pour cela. J'ai consulté le paquet de prestations pour la Côte d'Ivoire. Je vous le dis rapidement. Hein. Alors, consultation générale, consultation et soins en urgence, soins et radiologie bucco-dentaire, petite chirurgie, accouchement et césarienne, mise en observation, transfusion sanguine, examen de biologie et d'imagerie. Alors, quand vous voyez ce paquet de soins, et vous voyez la population qu'on veut couvrir, en termes de mobilisation de ressources publiques, il y a véritablement des défis. Alors, ma question, c'est de savoir concrètement, peut-être qu'on n'aura pas la réponse, comment recadrer, si le mot est exact, ces stratégies que nous avons élaborées pour que ce processus-là puisse avancer au mieux. Je rappelle que le draft préliminaire d'évaluation externe de la couverture maladie pour la Côte d'Ivoire donnait 12% de la population qui est effectivement couverte. Effectivement couverte, ça ne veut pas dire qui a bénéficié des soins. Ceux qui ont bénéficié des soins, le rapport a donné 5% de la population. Donc, on voit un peu l'étendue du travail qui reste encore à faire au regard des objectifs qu'on se fixe. Désolé si c'est un peu peut-être hors sujet ou alors si ce n'est pas le cas. Mais moi, c'est véritablement ma préoccupation. Et ça rejoint la question que j'avais posée précédemment sur la nécessité peut-être d'amener les politiques à recadrer les choses ou à mieux planifier l'évolution vers du cube magique de la CSU sur les 3 dimensions. Merci. Voilà, on a une discussion maintenant très, très importante et je vais demander à tout le monde de bien l'écouter parce qu'on est en fin d'atelier et je pense qu'il faut éviter les malentendus. Donc, première réponse, Samuel, ces chiffres, 12%, 5%, je n'y adhère pas. Tous les citoyens de Côte d'Ivoire peuvent aller au centre de santé public et ils auront quelque chose. D'accord? Ce n'est pas 0 ou 1. Ce n'est pas comme si tu es totalement couvert ou pas du tout couvert. Ils peuvent aller à l'hôpital public, ils peuvent aller au centre de santé. Ils ont la vaccination gratuite. Alors, l'État paye les salaires, l'État paye les infrastructures, l'État paye les équipements. Il y a des problèmes. Il va y avoir des ruptures de stock, etc., etc. Mais il n'y a personne qui est complètement in et des gens qui sont complètement out. Je ne suis pas d'accord avec cette vue. Donc, la couverture sanitaire universelle, c'est un objectif vers lequel on veut tendre. Le bloc, il y a déjà dans le cube, il y a déjà des blocs. Alors, il y a des couvertures partielles. Il y a des gens, effectivement, qui doivent payer plus de paiement de la poche que d'autres. Il y a ceux qui ont une assurance complémentaire, qui sont fonctionnaires et qui donc paieront moins. Il y a ceux qui ont peut-être accès à un paquet plus profond que d'autres, mais je ne pense pas. Je pense même que les illégaux qui vivent en Côte d'Ivoire probablement bénéficient des ressources publiques quand ils vont au centre de santé. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec cette lecture de la couverture sanitaire universelle, comme s'il y avait des gens qui étaient totalement couverts et des gens qui ne sont pas du tout couverts. Tout le monde a un bout de couverture. OK ?
Et donc ça, je pense que les chiffres que tu communiques, ils ont été élaborés avec une certaine confusion dans ce qu'on essaye de faire. D'accord? Alors ensuite, tu poses une deuxième question. C'est est-ce que le ministère de la Santé ne devrait pas clarifier les choses en termes de paquets couverts, etc. J'ai tendance à dire oui sur un plan technique. Sur le plan politique, je ne peux pas imaginer que la Côte d'Ivoire, que le gouvernement dise, à partir de maintenant, quand vous allez au centre de santé publique, vous payez 100% pour un paquet des soins. D'accord? Ce qui est déjà existant, tu ne peux pas le reprendre. C'est le contrat social de la Côte d'Ivoire d'une certaine mesure. Il est défaillant, il faut le renforcer, c'est ce qu'on essaye de faire avec la CSU, mais il y a quand même un contrat social qui est déjà existant, les gens ont déjà des attentes et je pense qu'il faut protéger ce contrat social. Donc, la définition, la clarification du paquet de bénéfices est un enjeu. C'est un enjeu de clarification technique, aussi dans le contrat social, mais il ne peut pas conditionner tout ce que vous allez faire, tous les efforts que le gouvernement doit faire en matière de financement de la santé. D'accord? Tu poses la question de la CSU et comment la matrice prend en compte les autres piliers. Bien sûr, l'OMS est engagée sur le système de santé et que nous sommes convaincus sur les 6 piliers. Il existe, ce qu'on a expliqué, il existe des outils politiques pour travailler sur les différents piliers. Ici, nous sommes sur le pilier du financement parce que le financement est important pour soutenir la CSU. Et on vous demande de vous concentrer sur la problématique du financement. D'accord? Donc, on n'est pas du tout dans une situation de négation des autres piliers. Samuel, vous êtes tous les points focaux dans les bureaux pays, vous êtes impliqués sur le RSS. Vous savez beaucoup mieux que moi combien nous sommes engagés sur les différents piliers. Mais la matrice de progrès est un outil concentré sur la problématique du financement de la santé. Et n'essayons pas de la tordre et de dire « ce n'est pas un bon outil » ou bien il faut élargir l'outil. Parfois, il y a des outils qui doivent aller en profondeur sur les défis techniques. D'accord? Et c'est la clé de la matrice. Et je pense que si on n'est pas loyal à l'outil, si on dit « j'aime pas ça et ça ne me convient pas », je pense qu'il faut dire, alors il faut avoir le respect de dire « ok, je vais laisser les gens travailler sur la problématique du financement et j'évite de perturber le processus ». Il y a une exigence de loyauté à cet égard du côté de l'OMS. Et je pense que c'est l'accord que nous passons avec les pays, mais aussi avec les participants de cet atelier. Ça va? Juste une réflexion. Ce que vous avez dit, Bruno, par rapport au travail en tandem entre l'expert national et l'expert international, moi, je pense que c'est une exigence. Moi, je parle de l'Algérie, par exemple, déjà pour pouvoir faciliter l'accès aux données, au travail, etc., du ministère de la Santé et des autres institutions, les autres parties prenantes. Il faut déjà qu'il y ait une partie nationale qui travaille même peut-être au ministère. Je vous donne un exemple. On prépare l'élaboration du PNDS en Algérie, mais quelle est la personne, quel est le consultant national pour pouvoir justement travailler avec le ministère de la Santé, pour pouvoir avoir de l'information? Donc, on a pensé à quelqu'un qui était déjà au ministère comme un directeur général de la prévention, donc pour faciliter le processus de collecte de données, pour ne pas créer des frictions entre le ministère de la Santé et ce consultant national. La même chose pour le consultant international. Donc, pour pouvoir justement permettre au consultant international d'apporter son appui, il faut qu'il travaille en tandem avec quelqu'un national. Donc, justement, pour faciliter l'accès à des données, etc., pour avoir même la confiance de cette partie nationale. Merci. Merci, Nabil. Je vais réagir à ce commentaire tout de suite pour dire que c'est une très, très bonne question qui nous a déjà été posée. Et donc, le tandem, je pense, intéressant pour le national, c'est quelqu'un qui connaît très bien les parties prenantes, qui va pouvoir prendre en charge le processus de facilitation. Mais nous n'aurons pas toujours au niveau national un crack du financement de la santé ou quelqu'un qui est très familier avec la matrice et avec, je dirais, l'approche fonctionnelle. Et c'est là où il faut équilibrer avec un extérieur qui apporterait cela. Voilà. Merci de m'offrir l'occasion de prendre la parole. Je voudrais nourrir un peu ma curiosité par rapport à la présentation du Togo pour qu'on clarifie aussi. J'ai noté dans leur présentation que dans la dynamique politique,
ils ont noté l'attaque terroriste et les mouvements de grève comme éléments qui influencent la dynamique politique. J'en parle parce que je viens d'un pays catégorisé très fragile du fait de conflits armés, mouvements militaro-politiques, tout ça. Je veux nourrir ma curiosité et comprendre le souci de certaines personnes qui veulent qu'on aille dans une dynamique systémique pour aborder les questions de la marche vers la couverture sanitaire universelle. Donc, je voudrais vraiment que sur cette question, qu'on essaie de savoir, est-ce que les mouvements de grève, les attaques terroristes doivent être intégrés dans le contexte de la dynamique politique? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, quelle est la fenêtre d'opportunité, puisque c'est le mot le plus indiqué que nous utilisons, quelle est la fenêtre d'opportunité qu'on peut offrir à travers cet outil pour aller vers une dynamique systémique? Je vous remercie. Oui, je vais essayer un peu d'apporter des réponses à Justin par rapport à cette question posée sur la partie politique, militaire. Nous, ça fait 62 ans qu'on est dedans. Depuis que le Tchad est indépendant, c'est la guerre. Ça veut dire tout, hein? Vous voyez? Et donc, il faut arriver à contextualiser les choses. C'est-à-dire prendre en compte que dans la gestion programmatique, qu'il y a cet événement va se produire. Et tant que tu ne le dis pas, et tu vas forcer quelque part. Et donc, le Tchad, c'est la guerre. Ben là, tout le monde le sait. Est-ce que si aujourd'hui on dit Abacha va appuyer tel pays, un Tchadien venir évaluer quelque chose, les gens se posent la question. Or, on a ces capacités-là aussi. Et donc, on intègre dedans. Et donc, les mouvements de grève, les militaires, jusqu'à la porte de Niamey, ça fait 4 ou 5 fois, les rebelles sont arrivés. Et le lendemain, les services continuent à travailler. Peut-être que notre sang, comme on le dit, chaud, on s'en fiche pas mal et on l'a adapté au contexte. Et donc, il faudra arriver à mettre disons en exergue cette question politico-militaire et tu gères, sinon tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Et donc, il faudra prendre en compte, peut-être que le c'est récent avec les mouvements terroristes, c'est un choc. Mais le choc au Tchad, madame peut faire face aujourd'hui aux militaires, hein. Je vous le dis. Ça lui dit absolument rien que ça se passe parce que c'est dans son habitude. Mais elle va planifier parce que demain, elle ne va pas dire que je ne vais pas aller au travail parce que j'ai vu passer les militaires avec des armes. Et donc, c'est pour juste te dire qu'il faudra arriver à prendre en compte. Deuxième chose, si tu prends, je m'excuse, hein, ça fait 32 ans que je suis dans le système de santé. Ma vision ne donne pas que j'ai 32 ans dans le système de santé. Et donc, ce que je voulais dire, le modèle des districts sanitaires ont leurs limites aujourd'hui. Quand vous voulez faire réellement l'équité en couverture santé universelle, il faudra avoir des modèles de prestations qui s'adaptent au contexte. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies que je veux développer pour que j'atteigne des gens qui sont dans des zones où il y a des conflits. Quelles sont les stratégies pour lesquelles on peut atteindre les populations dans une zone inondable? Et ça, c'est catastrophique. Ce n'est pas militaire. Et donc, tous ces éléments-là, ça pourrait t'aider à mieux planifier les choses. Donc, j'espère que les amis togolais, j'ai apporté quelque chose par rapport à ces questions. Je vous remercie. Bruno, oui. C'est dans la même lignée. Je pense que ce qu'a soulevé Justin est très intéressant. Mais est-ce que c'est une juste réflexion? Je n'essaie pas de répondre. Mais pour ces éléments-là, donc, on peut les intégrer dans une sorte de cartographie de risque. C'est-à-dire, c'est des événements potentiels qui peuvent survenir et qui peuvent impacter le processus de la mise en œuvre ou de la préparation de cette matrice. Moi, je pense peut-être, je propose que ces événements-là soient
cartographiés comme des événements potentiels, comme des risques qui peuvent survenir. Donc, c'est des hypothèses qui peuvent survenir. Et puis, voilà, c'est une hypothèse, ce n'est pas une dynamique politique. Moi, je pense que c'est des événements potentiels qu'on peut cartographier sous forme d'une cartographie de risques, d'hypothèses, etc., de survenir et quelles sont après les actions de mitigation, justement, pour remédier à ces événements. Merci. Voilà. Jean-François, dernière réflexion là-dessus. Juste pour revenir sur ce point-là et pas m'étendre, dans des pays qui sont nouvellement confrontés à ces contextes-là, on voit finalement la réaffectation des budgets, notamment sur la défense. Je disais que dans quelle mesure, moi, ça me paraissait pertinent d'inscrire ça dans la politique, c'est que c'est une problématique qui est nouvelle et le Togo va probablement, comme d'autres pays de la sous-région, être confronté à des réaffectations de ses budgets, notamment la défense versus les fonctions sociales. Et donc, c'est effectivement quelque chose à prendre en compte parce qu'il y a des arbitrages, il faudra jouer dessus. C'est juste dans ce sens-là que ça me paraissait pertinent d'avoir inscrit ça dans la politique parce qu'on est à un moment clé et qu'il y a des arbitrages qui vont être faits. Merci. Oui, Vincent. Oui, merci Bruno. C'était à la suite de mes prédécesseurs, je voulais féliciter vraiment le Togo pour aborder ces contextes-là. Je pense que dans la situation que nous sommes, nous ne pouvons pas, en tout cas pour nous, nos pays, nous ne pouvons pas concevoir quelque chose sans penser à cet aspect sécuritaire-là, parce que ça nous touche beaucoup. Le cas du Burkina Faso, actuellement, nous avons 2 millions de déplacés internes. Une grande partie du territoire est sous la menace terroriste des attaques tous les jours. Donc, une grande intervention de ces gens ne peut se concevoir en occultant vraiment tout cet environnement. Avec, je pense que ces derniers moments, tout est presque redirigé vers en tout cas, la sécurité, au détriment de ce que vous connaissez. Et ça joue vraiment sur en tout cas, le budget de la santé, le budget de l'enseignement. Donc, c'est des aspects vraiment à prendre en compte. En tout cas, au Burkina Faso, tout ce qu'on veut entreprendre, on ne peut pas le faire sans parler de la situation terroriste. Merci beaucoup et félicitations. Voilà, nous allons écouter le Togo, mais je pense que déjà beaucoup de points de réflexion ont été partagés. Est-ce que vous voulez réagir? Parce que Covid nous a enseigné qu'on doit continuer à délivrer des services, que ce soit des situations, situation de crise militaire, situation d'urgence, la continuité des services et l'offre des services fait partie de notre dynamique de programmation. Donc vraiment, c'est quelque chose pour lequel c'est quelque chose de factuel. Ça fait partie du paquet de prestations de services. Je crois que les réflexions elles sont bonnes. Les pays qui sont en situation aujourd'hui de guerre ou d'attaque comprennent mieux ce que nous disons. Le Togo n'a connu qu'une partie de ce que vit le Burkina et nous avions compris. Pour cette année juste, moi j'ai vu comment nous avions été 4 fois convoqués en 10 jours à la présidence pour réfléchir ou trouver des ressources pour faire face aux besoins induits par les attaques terroristes à la partie nord du pays. Et tout de suite, la réflexion, c'est qu'on a coupé nos budgets. Et ça n'a rien à faire. Et tous les ministères l'ont fait ainsi, sans exception. Donc, c'est pour dire, et tout ceci a eu un impact considérable sur tout ce que nous avions prévu. Donc, on ne peut même pas isoler. Pour nous, si ce n'est même pas à prendre en compte dans les dynamiques politiques, comme quelqu'un l'a dit, pour en faire une cartographie des risques, mais comment faire en sorte que le financement de la santé, dans ces conditions difficiles, soit assuré, et comme on l'a dit, pour la continuité des services. Donc, il n'y a pas à occulter cet aspect, et nous sommes confortés par les analyses qui sont faites. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a un consensus, c'est une nouvelle réalité qui affecte très très fort le financement de la santé à différents niveaux. Justin, je voulais juste dire aussi, on peut imaginer un hiatus entre une ambition politique qui va être de dire on va mettre la couverture, on va généraliser une couverture médicale universelle obligatoire, une assurance santé, et si le pays est dans une grande zone, un grand contexte d'instabilité, ça n'ira pas. La vérité, il faut le dire,
Ici, on est sur le contrat social, on est sur des enjeux de confiance. Est-ce qu'on va demander aux gens à contribuer, par exemple, s'ils sont en conflit avec l'État? Et donc, je crois que la matrice a cette fonction aussi de dire le vrai et de ne pas seulement dire le souhaitable ou ce qu'on aimerait. Et parfois, on est un peu dans le wishful, comme on dit en anglais, le wishful thinking. On exprime des grandes visions. Il y a des policy tools pour ça. C'est peut-être le discours d'un président, c'est peut-être la mobilisation. Mais la matrice n'est pas un outil où, je pense, on doit laisser des rêves qui ne sont pas du tout écrits, qui ne sont pas fondés sur une réalité contextuelle. Et donc, je suis d'accord avec le Togo, avec le Burkina. Il est important de reconnaître le contexte culturel. Alors, les dynamiques, on ne peut pas prévoir, bien sûr, le prochain attentat, on ne peut pas prévoir les prochains problèmes sociaux, mais on peut sentir l'instabilité quand même. Et je pense que les experts du financement de la santé doivent être attentifs à cette réalité. Parfois, il va falloir dire, OK, on a une grande ambition, mais les prochaines étapes vont être prudentes. Comme le Comore prenait en compte le fait qu'il va y avoir des élections qui vont créer de l'instabilité, je pense que c'est logique de se dire, bon, on est dans une instabilité avec des conflits armés, avec des populations en danger. Ça veut dire qu'il y aura aussi de l'espace pour des acteurs humanitaires qui n'ont pas spécialement envie de faire des arrangements institutionnels très sophistiqués en matière de financement de la santé. Donc, je crois que c'est pertinent. Très bien. Diane, est-ce que tu veux présenter encore quelque chose? Juste pour illustrer sur la question qui a été posée par Nabil et sur comment, enfin, une illustration de ce que c'est l'outil. Bon, il faut avouer qu'on n'avait pas prévu ça, mais c'est dans ce document et j'ai pu tirer à partir des rapports qui sont déjà disponibles. Donc, j'ai trouvé aussi pour la version française. Normalement, il y a donc un outil que l'évaluateur principal remplit. C'est ça que je vais présenter et aussi montrer l'exemple des autres pays sur comment ça a été fait. Cet outil, si une fois rempli par l'évaluateur principal, et donc le rapport est soumis aux évaluateurs externes qui, eux aussi, ont un endroit où ils peuvent insérer leur score, comme on dit, et remarques pour l'amélioration du rapport. Ça, c'est pour la partie, donc je crois que c'est le rapport des îles Maurice. Ça montre principalement comment donc se présente l'étape 1, c'est-à-dire ici, c'était question de voir sur les bénéfices, les entitlements, comme on dit, les paquets de bénéfices. Donc, le tableau peut être présenté de plusieurs façons. On peut soit faire une liste de tous les domaines qui sont dans le document et puis mettre en haut tous les dispositifs, quitte à ce que pour chaque dispositif, on répond à chaque domaine. Ça peut être fait, donc on peut pivoter aussi le tableau en disant on met les dispositifs comme ça et puis les domaines. Donc, tout ça, vraiment, c'est au choix. Pour les îles Maurice, ils avaient 4 dispositifs principaux. Le système public, il y avait aussi un fonds pour la médecine spécialisée. Il y a aussi le fonds du ministère social et de la sécurité, Fonds national de solidarité nationale pour la sécurité sociale. Et puis, l'assurance du secteur privé. C'était le seul dispositif. Et puis, ils ont répondu par... Alors, ça, j'ai fait l'extrait sur le domaine des bénéfices. Parce que chaque fois, ils demandent la population couverte, les fonds que ce dispositif a, les paquets de bénéfices que ça couvre. Vous allez voir dans le document. Donc, ça, c'est pour l'étape 1. J'ai pris l'exemple, ça, c'est l'Ouganda. Bon, c'est un extrait d'une question. Chaque fois dans l'outil, on a la question. Il y a dans le guide toutes les explications pour chaque question. Vous les avez vues. Et pour cette question, voilà la réponse, l'analyse que l'évaluateur principal a mis
C'est vraiment de façon un peu résumée, mais quand même assez détaillée pour informer sur la question. Il y a le score qui est, bon, là, ils ont mis 1 sur 4. C'est un menu déroulant. Donc, vous allez choisir 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4 ou 4 sur 4. Et puis, là, ça montre automatiquement donc l'énoncé de ce choix. Et puis, à chaque fois, il faut insérer une liste de références. Ça, c'est vraiment un outil qui est disponible. Et là, c'est l'exemple de l'Ouganda pour spécifiquement cette question. Là, c'est la même chose, mais c'est pour l'Éthiopie. Et sur la question, par exemple, question 1, donc l'évaluateur principal et toute l'équipe technique qui l'accompagne doivent avoir chaque fois ce guide-là où il y a explication sur chaque question, sur les différentes considérations. Et puis, donc, l'évaluateur principal fait l'analyse et puis donne le score. Et bon, là, il n'y avait pas d'informations. Normalement, il doit y avoir des références. Donc là, c'était plus ou moins incomplet. Mais il faut essayer de donc, exiger que l'évaluateur principal complète tout. Et ça c'est le travail de l'équipe technique pour vraiment s'assurer que c'est complété. S'il y a des besoins d'informations, parce que là, on se rend compte que peut-être il n'y avait pas assez d'informations. Il faut que ça soit bien évalué en termes de, s'il y a manque d'informations, le signaler justement comme un défi. Si l'évaluateur n'a pas bien fait son travail, il faut donc s'assurer que tout est complété avant de soumettre à l'évaluateur externe. Brièvement, c'est ça que je voulais échanger. Maintenant, pour la matrice en français, c'est donc ça qu'on aura, que l'évaluateur principal devra donc remplir. Voilà, c'est l'énoncé de la question pour chaque domaine, pour les 7 domaines. Et puis là, au milieu, c'est l'explication de chaque score, quitte à ce que quand on donne le score, tout ça est dans le guide. On dit c'est émergent, c'est en progression, c'est établi, c'est avancé selon l'analyse faite. Et puis ajouter, ça c'est la version française de l'outil. Donc ce tableau ou outil est là à la disposition de l'évaluateur principal. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluateur externe, il y a aussi un tableau Excel qui est disponible, qui collecte tous ces scores pour chaque question, y compris les analyses faites par l'évaluateur principal. Et puis, l'évaluateur externe ils sont 2, comme on avait dit, ils vont faire leurs évaluations individuellement, séparément, et se rencontrer pour faire le consensus sur les scores et ainsi de suite. Donc, rencontrer l'évaluateur externe et principal et le ministère pour un consensus final et continuer avec la finalisation du rapport. Brièvement, c'est ça. Je voulais juste partager ça parce que ça avait été ressorti comme une question. Mais on va en tenir compte pour les autres formations, quitte à ce qu'on ajoute vraiment peut-être une séance pour que les gens mettent la main dans la pâte. Merci.